Le sens d'appartenance, il faut se centrer sur soi-même. Se centrer sur soi-même et utopiser, est-ce la même chose? Explique. Non. Se centrer sur soi-même, ça veut dire être capable de supporter ce qui se passe chez soi, puis être capable de supporter surtout la conscience qui commence à nous animer. Ça veut dire ne pas avoir besoin d'avoir nécessairement la confirmation de l'extérieur. Utopiser provient du fait qu'on est centré ou qu'on est suffisamment centré sur soi-même pour être capable d'aller chercher des mécaniques neuves. Donc, on est capable d'appliquer de l'intelligence chez soi, intelligence qui va nous nourrir, puis de toute façon qui vient remplacer ce que l'ego a besoin du point de vue du plaisir d'être là. Alors, être centré sur soi-même, c'est être capable de savoir que ce que l'on sait, ben, c'est pas nécessairement que c'est la réalité, mais que c'est aussi bon que ce que tous les autres pourraient nous dire. Donc, on n'a plus besoin d'être normal. Quand on est centré sur soi-même, on ne recherche plus la normalisation. Mais il faut absolument être centré sur soi-même pour arriver à l'utopisation. Il faut être suffisamment centré sur soi-même pour commencer à utopiser. Puis oui. D'utopiser, continue à te centrer sur toi-même. Absolument. Sinon, la personne, elle va rêver, donc elle va se servir de l'utopisation déjà astralisée, et puis ça crée des dépressions. C'est-à-dire que ça crée des écœurements, puis là, c'est puis là, elle trouve que c'est plate, puis ça vaut pas la peine de savoir tout ça, ça peut pas rien faire, puis c'est de l'énergie qu'elle va chercher. Alors, elle va pas chercher des idées pour qu'elle se téléporte là-bas. Elle va chercher de l'énergie. Maitreya, c'est quoi? Maitreya, c'est qui? Maitreya, c'est comment? Est-ce que c'est un explosif? C'est une illusion astrale. C'est... Ésotériquement, c'est le Messie des Messies. Donc, c'est le personnage qui, occultement dans certaines écoles, dans certaines visions des choses, c'est le personnage qui se réincarne et qui, théoriquement, est déjà réincarné. Il est très vivant, d'ailleurs. Et il a habité les États-Unis, il a habité l'Angleterre, il a habité quelques autres pays, il est resté surtout en Angleterre. C'est le personnage qui doit réincarner les mémoires de Jésus, les mémoires de Bouddha, les mémoires de Mahomet, les mémoires d'Élie. Bref, c'est la visualisation, la projection astrale d'écoles ésotériques qui ont tout fait pour se conserver à eux la majorité des maîtres, et qu'encore provient de ce genre de phénomène où finalement Jésus est un maître Ek, ou Djarkul est un maître Ek, ou Lazare est un maître Ek, Saint-Germain est un maître Ek, bref, tous ceux qui sont bons sont des maîtres Ek, les autres des maîtres Yerk. Bon. C'est pas un maître Ek? Ek encore, qui est le nom de l'organisme. Et eux font du voyage de l'âme, parce que le voyage astral est trop dangereux. C'est la même chose. Oui. Bon. Donc, c'est eux qui ont... Non, mais c'est à caractère. Et Maitreya, c'est, pour plusieurs, c'est le monarque. Et il y a eu à un moment donné une parution où on annonçait publiquement que Maitreya rentrerait en communication par toutes les radios, toutes les télévisions et par télépathie. Seuls ceux qui seraient évolués comprendraient. Alors, comme personne n'est évolué sa planète, on n'a pas eu de nouvelles. Il est supposé revenir. C'est Benjamin Crane, surtout, qui travaille avec. Et puis, ben, c'est ça. C'est de l'illusion astrale. C'est un gars extraordinaire. Mais là, c'est un gars. Lui, c'est un homme. Il n'y a pas d'illusion, là. Lui. Non, c'est un homme. Puis lui, est-ce que consciemment, il sait qu'il réincarne ces mémoires-là? Ah non. Les messages qu'il a donnés, surtout, sont des messages dans le sens que je suis heureux d'être parmi vous, mes disciples, aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît aussi. J'espère que vous avez pensé à moi. Bon, ben, bref, c'est ça. Mais il ne réincarne pas les mémoires, par exemple, de Jésus. Il réincarne l'idée qu'on se fait des mémoires. Voilà. Puis de tous les grands maîtres. Voilà. Qui s'est marié aux noces de Cana? Il était un maudit paquet de monde. Non, lui, il veut savoir les mariés. Tu sais qu'à l'époque, le mariage, c'était même pas la même chose. Et puis, il y a énormément de personnes dont les noms sont très connus dans différentes langues. Alors, il faudrait qu'on ait une précision sur ce qu'elle veut savoir, parce que il y a eu... mais il y a peut-être une précision aussi. Est-ce que le Nazaréen est à l'origine de la lignée des rois de France? Oui puis non.
Parce que le grand monarque, souvent, ce qu'on nous annonce, Oui, est dans la effectivement. lignée directe des rois de France. Ça, c'est évident. Sauf qu'il ne provient pas de France, il provient du Québec. Mais, bon, la question fondamentale, est-ce que le Nazaréen a eu des relations, a fait des cochonneries? Non, moi, je... Est-ce qu'il a eu des relations sexuelles avec des femmes? Est-ce qu'il a eu des enfants? Oui. Et ces enfants, nécessairement, eux autres aussi ont fait des cochonneries. Alors, ça a continué comme ça et ça l'a fait une lignée génétique. Il y a effectivement plusieurs rois de France qui découlent, mais il y a plusieurs rois de l'Angleterre qui découlent de tout ça. Il y a plusieurs rois russes, des tsars qui découlent de tout ça. Il y a plusieurs rois italiens. Il n'y a aucun pape. Et ça l'a engendré... Mais est-ce qu'il y a seulement une lignée ou est-ce qu'il y avait plusieurs familles? Non, il y a plusieurs lignées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lignées. Il faut s'entendre. C'est que ça part d'un, puis après ça s'en va Dans croissant. ce le Nazaréen, est-ce qu'il a établi une lignée? Oui, il ou... a établi une lignée. Puis, Pas eu le temps. Avec Marie-Madeleine, c'est bien le secret et puis tellement bien gardé. Mais oui. puis c'est ça, est-ce que comme actuellement, il y a une querelle entre les Bourbons et les rois de France en France, là. Oui. Est-ce que ça a une incidence sur le grand monarque ou c'est totalement à côté? C'était totalement à côté. Mais Pourquoi? Parce que la simple raison que les chicanes entre les lignées familiales des royautés, parce que bien souvent, quand tu avais des rois anglais qui se battaient contre les rois français, c'est les mêmes familles. Bon, ils partent de la même, on va faire aller loin, mais ils partent de la même chose. Je te dis, une grande partie des lignées des rois britanniques, italiens, des Russes et des Français qui proviennent de la descendance du Nazaréen. Et il y a énormément de chicanes uniquement au niveau des égaux pour la simple raison que c'est ça, ils font partie de la même famille, puis comme c'est une famille totalement humaine, les familles, ça chicane. Mais ceux qui font partie du grand monarque ici, est-ce qu'ils sont en lignée génétique des rois de France, du Nazaréen? Génétique. Oui. Pas réincarnationnel, génétique. Réincarnationnel et génétique. Mais pas tous ceux, là. On parle de la tête du grand monarque. Bon, c'est ça. Oui. Puis génétiquement, c'est quoi? Ben, génétiquement, c'est qu'ils proviennent du grand monarque, qu'ils proviennent des rois de France, qui, à un moment donné, certaines parties des familles royales sont expatriées au Québec, au Canada, donc au Québec uniquement parce que là-bas, il y a trop de problèmes. Il y a eu la Révolution française qui en expulsionne quelques-uns. Il y en a eu beaucoup plus par la suite qui sont en allés aussi. Et ça l'a engendré... regarde, les familles qui s'appellent rois. Oui. Bon, c'était des familles royales dans la majorité, et à un moment donné, le nom est resté au niveau du nom de famille. Bon, il y a d'autres familles comme ça. Les Tremblay, ça, on pourrait dire que c'est des Pissous, tu sais, bon. Ils tremblaient, mais c'est pas ça. Il y a, donc, en l'occurrence, les descendants des familles rois. On a le ROY, le ROI. Ça vient de deux phénomènes différents, un qui est anglais puis un qui est français. Alors, ceux qui ont des relations avec des familles rois ont nécessairement, la majorité, une génétique qui peut être extrêmement atténuée, dépendant des mélanges, évidemment, mais ils ont une partie de génétique de sang royal. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas de génétique de sang royal qu'on est exclu. Il ne faut pas qu'on fasse encore de spiritualité à la moustachue pour comprendre tout ça. Il faut faire attention. Non, mais pourquoi est-ce qu'il a instauré une lignée qui a formé des rois? Pour la simple raison que ce qui génétiquement s'exprimait à l'intérieur de ces personnages-là a toujours été des personnages qui se sont démarqués de la masse, qui sont arrivés en haut. Puis une fois que tu étais rendu en haut, ben, c'était évident que ça a continué après. Si on regarde Arthur, c'est un descendant direct du Nazaréen. À cause du sang, à cause du Graal, d'ailleurs, c'est pas Arthur, ben Arthur est venu au monde du mélange entre le Grand Dragon et le mécanique même du Graal. C'est Merlin qui avait arrangé ça. Arthur devient le premier roi qui réunit les terres de la Bretagne de l'époque, et nécessairement par la suite est instaurée la lignée génétique au niveau des royautés. Donc il faut que tu sois fils de roi pour être roi. Bon, en France, la même chose, il y a énormément de guerres qui vont se passer, et à un moment donné, on atteint une façon de transmettre la royauté uniquement par la génétique. Donc il faut que tu sois un fils d'un roi pour devenir roi. Donc, les princes, évidemment, avant, pour devenir roi. Mais c'est comme les enfants du Nazaréen devaient être géniaux. Parce qu'on n'a pas entendu parler, c'est assez spécial. Oui, on n'a pas entendu parler, c'est parce qu'il ne fallait pas en entendre parler non plus. Mais la majorité de ces enfants-là, c'est ceux qui ont permis la réécriture des évangiles. Puis ils savaient qu'il ne fallait pas qu'on Ils ne savaient rien.
Mais ils n'ont pas écrit leur Parce nom. que c'était pas non, ben, c'est-à-dire, ils savaient pas. Ils savaient qu'il fallait pas que personne le sache. Il fallait pas que personne le sache parce qu'on tuait encore les apôtres. Marie-Madeleine n'était pas une folle. C'était une femme, mais Et c'est ça, fait qu'ils se elle les cachaient. avait instruits, ben, elle les a cachés. Puis elle s'est arrangée pour que ça paraisse pas trop. Comme quand Jésus s'est fait crucifier, là. Y avait-tu 2 ans, 4 ans? Il y avait déjà des enfants, oui, effectivement. Sauf qu'on les a tous donnés, c'est-à-dire que les enfants ont tous été reconnus légalement comme appartenant à un centurion romain. Fait que c'était des Romains. C'est ça. C'est pour ça que ça a commencé en Italie. C'est répandu rapidement en Europe, en France. En URSS, ça n'a pas été long, parce qu'il y a eu souvent des guerres, et évidemment avec l'Angleterre. Mais c'était pas... on ne voulait pas reconnaître... Est-ce qu'ils savaient, eux autres, qui étaient les fils de Jésus? un seul le savait. Puis il était comme toi, il n'en était pas sûr. Il n'y a pas personne qui est allé lui dire. Non, Marie-Madeleine, elle n'a pas vécu assez longtemps. De toute façon, elle les a quand même connus pendant un grand bout de temps. Mais pas... Puis elle était trop brillante, vraiment trop brillante pour... Pour leur dire. Mais qu'est-ce que ça peut être une bonne chose qu'elle leur dise? T'as pas d'autres questions? Non, mais c'est ça, ça aurait été... Non, parce que les enfants n'étaient pas suffisamment intelligents pour être capables de tout supporter. Ils avaient déjà suffisamment supporté par le fait qu'ils étaient plus intelligents que tout le monde, qu'ils voyaient la crasse partout, qu'ils voyaient l'imbécilité de la société, puis qu'ils n'arrivaient pas à rien faire. Qu'il fallait qu'ils travaillent, puis qu'ils cultivent, puis qu'ils mangent, puis qu'ils se battent pour avoir le morceau. Il fallait absolument qu'ils se protègent la nuit contre les animaux humains aussi. Et c'était déjà assez complexe, ils étaient déjà extrêmement en avance, mais il fallait leur laisser le temps. En plus, elle les a instruits simplement qu'elles étaient de sang royal. Elle leur a conté certaines salades. Il y en a un qui, lui, était convaincu que c'était pas tout à fait ça, qu'il était juif. Alors, il est resté un peu juif. Et lui il a deviné qu'elle lui a confirmé, mais plus ou moins, qu'il était descendant. Et par la suite, surtout ce qui est arrivé, c'est que Marie-Madeleine, elle a aussi eu des enfants avec Lazare. Hein, le Lazare fait bien les choses. Et ça mélange un peu les lignées génétiques. Marie-Madeleine, elle a eu des filles, elle a eu des gars, hein, pas juste des garçons. Dans ces filles qu'elle a eues, elle a engendré des choses, des filles qui vont devenir par la suite, ça travaille les égaux, des filles qui vont devenir par la suite différentes sorcières. Donc, ces filles, donc tout de suite, là, sont des sorcières la génération suivante. Et elle va engendrer des sorcières qui vont être extrêmement puissantes. Et la majorité extrêmement blanche. Mais elle, est-ce qu'elle était une sorcière? Elle était une initiée. Mais là, est-ce que tous les enfants étaient au centurion romain? Non. Le centurion romain les a refusés. Mais ça n'a jamais pu être prouvé qui c'était, surtout à l'époque. Ah, ils vivaient avec elle, mais on disait que c'était d'un centurion C'était les enfants romain. des centurions, c'est Ah, ça. OK. Voilà. Puis après ça, elle était avec Lazare. C'était-tu Lazare qui était le père de toute la... Non, il y avait... Lazare s'est occupé de certains enfants, mais les enfants sont rapidement ont été adoptés par des... Le centurion était convaincu que c'était à lui aussi, fait que lentement, les enfants... C'était très fréquent à l'époque de Rome d'adopter des enfants. C'était, socialement parlant, c'était d'être bien vu que d'adopter un enfant. Alors, le centurion a donné ses enfants en adoption à Rome, et les enfants, ceux qui étaient supposément les siens, ont été adoptés. Ceux de Lazare sont restés là, avec elle. Puis y a-t-il une différence entre ceux de Lazare et ceux de Jésus? Parce que c'est des enfants de Oui. Jésus ou du Nazaréen? C'est les enfants de Jésus. Est-ce qu'ils ont pu avoir touché au... Ils étaient crucifiés, mais pas de la même façon. Donc, ils avaient uniquement la mémoire de ce qui théoriquement ils étaient. Ils avaient ça en rêve, en impression. Ceux de Lazare sont restés surtout dans ces régions-là. À un moment donné, il y a eu une migration. Lazare est parti quand même. Lazare a migré. Il a amené ses enfants avec lui. Et eux ont gagné le Nord. Ils ont gagné l'Italie. Progressivement, ils ont gagné des territoires qui font partie de l'Union soviétique. Et la majorité des descendants de Lazare ont vécu en Union soviétique. Est-ce qu'ils sont... Et c'est d'ailleurs de l'Union soviétique que par la suite va réapparaître le comte de Saint-Germain, qui va porter des noms soviétiques, évidemment, tout le nom semblant. Et il va s'établir en France et en Angleterre un peu plus tard, mais en France surtout sous le nom du comte de Saint-Germain. Alors, ils se réunissent un petit peu là. Et puis, vous voyez, plusieurs choses comme ça intéressantes. Parce qu'il y a une des sorcières, une des filles qui, elle, va finir par adopter un enfant. L'enfant, c'est son frère, mais elle ne le sait pas. On parle de réincarnationnellement, génétiquement, réincarnationnellement. Elle va l'élever.
elle va en faire un être pur qui, lui, devra par la suite cheminer pour retrouver son autre frère. Il va rencontrer l'autre frère et les deux frères vont se battre. Les deux frères vont perdre. Les deux frères vont gagner. Les deux frères vont s'associer. Une autre fille du Nazaréen, on parle à travers la génétique, va se marier au frère qui a été rencontré. Elle va tomber en amour avec le deuxième frère. Le deuxième frère ne voudra rien savoir, mais finalement, ils vont finir par faire des cochonneries encore. Et les deux frères devront donc se partager leur sort, mais ils ne le savent pas. Et ça va créer la perte de la conscience qui animait le royaume. Et par la suite, ça va engendrer la quête du Graal. C'est ça, mais la première là, qui a adopté son frère sans savoir, puis tout ça, là, elle était plus... Est-ce qu'elle était blanche? Réincarnation de la femme de Moïse. Et, entre autres, mélangée à travers la génétique du Nazaréen. Elle était blanche, mais elle a été très altérée, elle est devenue obscure. Parce que... Elle vivait sur le bord d'un lac, hein? Tout le monde sait ça, évidemment. Et puis, l'enfant qu'elle a adopté était connu, justement, comme il s'appelait Lancelot, il était connu comme Lancelot du lac, parce que, justement, il venait du lac. Mais c'est ça, oui. Et puis, il y a plusieurs autres choses comme ça. D'autres questions? Oui. Le néotype et l'utopisation sont des futurs archétypés. Existe-t-il une mécanique qui n'aurait pas besoin... Le néotype et l'utopisation ne sont pas des futurs archétypés. Archétype veut dire vieille forme. Si on pense du futur dans le sens des dinosaures, effectivement, c'est archétypé. Le néotype n'est pas un archétype. C'est comme de dire, tout ce qui est neuf, c'est nécessairement du vieux. Donc, non, tout ce qui est neuf, c'est nécessairement du neuf. Mais quand c'est énoncé, est-ce que ça devient du vieux? Non, quand c'est énoncé, ça reste un néotype. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que l'humain se fasse manipuler inconsciemment par lui. Ah, ça se... Là, vu qu'il agit exactement comme un archétype, il reste un néotype. Il y a beaucoup de néotypes qui vont manipuler la planète au complet. Mais ce sont de nouvelles traditions. Ce sont des formes. Le néotype est une forme, ce n'est pas un archétype. Néotype veut dire nouvelle forme, donc c'est une forme. Bon, archétype, vieille forme, donc c'est une forme. Mais un néotype n'est pas un archétype. Une utopisation non plus. L'utopisation, c'est la capacité d'associer un paquet d'énergies différentes, du plan bouddhique, du plan d'intelligence, associé et digéré par une vision qui peut être planétaire, donc qui peut servir l'homme, la femme ou l'enfant. Ce n'est pas un archétype. Parce qu'un archétype, ça sert jamais. Parce que le mental, l'imbécile mental, c'est ce qui se dit, lui. Oui, mais là, si je viens d'y penser, maintenant que c'est pensé, là, c'est vieux. Mais c'est faux. C'est de la mémoire. Ce n'est pas un archétype. Un archétype, c'est qu'il y a un père créateur qui a engendré la race humaine. Va dans n'importe quelle tribu, il y en a un. C'est un archétype. Il ne pense pas aux extraterrestres, c'est un néotype. OK, bon, on a un archétype. Quand tu approches certaines sociétés, le phénomène extraterrestre est un néotype. Bon, ça a pris du temps avant qu'on en fasse des films. Il reste néotypé. Sauf qu'il n'est pas nécessairement utopisé. C'est-à-dire qu'on a pris... C'est une forme d'utopie dans certains cas, mais pas puissante. Mais c'est simplement des débuts. Ça commence. Mais néotypé, c'est énorme. On peut créer dans le néotype autant qu'il y a de formes dans l'archétype. Mais le mental, ben oui, mais ça reste ici, ça reste là. Ben le mental qui parle, là, il est juste de la forme, là, avec, mais qu'il y a d'autres couches que son archétype. C'est pour ça que faire attention avec la mentalisation, c'est une vraie farce. Existe-t-il une mécanique qui n'aurait pas besoin d'implanter un néotype dans l'astral, mais bien plutôt qui pourrait dissoudre l'astral, donc qui nous donnerait accès directement au bouddhique et au divin? Voilà, ben si ça dissout l'astral, ça vous dissout aussi. Déjà, quand l'humain commence juste à avoir un étranglement du canal réincarnationnel, il n'y a plus de stimulation dans la vie, puis il se demande ce qu'il fait là, puis il suggère qu'on détruise tout ce qui le supporte encore. Il va avoir un contact avec le plan bouddhique, le plan supramental. Il va avoir une bombe nucléaire sur la tête. Donc, le chemin n'est pas de dissoudre, mais de transpercer. Oui, ça va être dissous quand on va transformer tout le monde astral planétaire en double éthérique planétaire. Bon, mais ça va être dissous comme ça. Mais pas autrement. Pour l'instant, la fonction, c'est pas ça. Mais non, absolument pas. Imaginez tous les humains qui prient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après un PMC, on peut se rendre sa maison, on peut vendre sa maison si l'offre est bien, car oser l'énergie, on peut aller trop vite. En tout cas. La suivante, c'est « J'ai beau chercher, je n'ai pas de questions. » Et pourquoi elle cherche? Ça, c'est il. Il a nommé son identité. Comment faire pour savoir que l'on a le vrai Graal?
C'est simple. Tant qu'on pose la question, on n'est pas encore tout à fait là. Mais ça, est-ce que... L'ego va dire, oui, mais je la pousse plus, donc je suis rendu. Mais ça, le Graal, c'est-tu comme tu le cherches pas, puis tu coupes, tu t'enfarges dedans? Le Graal, c'est comme le bonhomme qui cherchait la pierre philosophale. Ça rend immortel. Alors, puis en même temps, ça transforme les métaux vides en or. Alors, il s'est mis une chaîne de métal autour du cou, puis là, il s'est traîné à terre. Il a marché une grande partie aux Indes. À l'époque, c'était aux Indes. Il a marché pendant 50 ans. Puis, à un moment donné, il a rencontré un enfant qui lui a dit « Hey, monsieur, votre belle chaîne en or, où c'est que vous l'avez pris? » Fait qu'il regarde sa chaîne, et oui, elle est en or. Donc, il y avait effectivement que sa chaîne touchait la pierre philosophale. Quand puis où? Bon, ben c'est souvent ça. Fait qu'on peut tourner en rond longtemps. Ça veut dire que ça va pas changer sa vie, ça, de toucher... Non, pourquoi? Parce que c'est pas l'intelligence qui dominait son chemin. Tu le sais quand tu l'as. Mais comment on fait pour le savoir? Justement, ça t'amène l'information. Tu le sais quand tu l'as. Le reste de la spiritualité, si on en parle, on peut en parler, mais tu le sais quand tu l'as. Tout le reste au complet, c'est pas t'empêcher de l'avoir. Mais ça, c'est-tu un bonus que de l'avoir? Non. C'est un résultat tout à fait normal, naturel, de l'évolution. Parce que si tu... Le Graal, c'est de l'énergie christique. Oui. Contenue dans un récipient. Le récipient peut être un corps physique, donc un être humain. L'énergie christique, c'est l'ancien mot pour parler de l'énergie supramentale. Alors, c'est pas un bonus. Ça veut dire, OK. Mais je voulais dire, c'est que là, tu almutes, que tu trouves la coupe. Mais tu trouves pas la coupe quand tu almutes, tu n'as plus besoin de la coupe. T'enfarger dessus serait étonnant. Il faudrait que tu pratiques un peu plus de démarche totale. Franchement, t'enfarger sur une coupe pas marchant. Est-ce qu'un individu qui rêve durant le sommeil à un futur possible involontaire parce que cela fait que ça a empêché celui-ci de se réaliser, que ce soit agréable ou terrible? Si la sécrété, oui, puis en fonction de la dose de sécrétion. Sinon, non. Mais si tu rêves, tu sécrètes? Ça dépend comment tu rêves. Si tu cauchemars, tu sécrètes encore plus. Puis si tu fais un rêve absolument phénoménalement génial, là, ben, tu sécrètes aussi énormément. Donc c'est ça? Mais si tu fais un rêve absolument banal, non. Non, mais ici, on parle d'un futur possible. Habituellement, c'est résorbé. C'est suffisamment de sécrétion. Qu'il soit génial ou terrifiant. Absolument. Puis là, ce que souvent la personne fait, c'est qu'elle se dit « Ouais, mais là, moi, j'ai sécrété, ça veut dire que crime, ce serait merveilleux si j'aurais ça, donc je l'ai vu. » Mais non, il y en a encore 8 milliards de millions de futurs possibles génial. Fait que celui-là, tu l'as pas. C'est tout. Puis pendant le sommeil, tu vas dans un futur possible, puis tu sais pas le futur possible. Quand tu reviens, tu sais pas c'est quoi le futur possible. Tu es allé, mais tu t'en souviens pas. Ben, c'est fréquent, ça. C'est tout ce que tu fais dans ce temps-là. Tu réincarnes des mémoires qui proviennent de futur, c'est tout. Mais l'as-tu résorbé? de l'énergie. Elle le résorbe, ben, ça dépend. Si elle sécrète pendant, oui. Mais elle sécrète, mais ça ne se souvient pas qu'elle l'a sécrété. Ah ben, c'est sûr que le futur est altéré. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir de conscience, c'est la sécrétion. Ben oui. La vie, l'expérience, l'expérientialité, c'est uniquement là pour faire sécréter. Si tu sécrètes dans l'imagination, tu ne vivras pas l'expérience devient inutile. Il y en a marre d'expérience. Tu vas t'en faire une autre. Y a-t-il un complot universel mondial? Si oui, quel est-il? Ben, c'est pas universel mondial. C'est mondial ou ben non universel? Dans lequel s'agitent les Templiers, les Rose-Croix et une quantité d'autres gangs. C'est ça. Puis plus que ça. Mais il y a un complot. Prochainement, si ça vous intéresse, là, il y aura un livre que vous pourrez lire qui en parle. C'est un mois après. Mais effectivement, c'est qu'il y a un paquet de complots dans les complots. Puis un paquet d'alliés qui ne savent pas, qui travaillent les uns contre les autres, puis qui ont été alliés uniquement par des forces qui sont contre les deux en même temps. Puis dans le fin fond, ceux-là s'allient pour faire certaines choses. Mais les traditions religieuses, puis certains personnages les ramènent à observer en haut. Puis ça engendre le doute partout. Puis le doute partout engendre l'instabilité. L'instabilité engendre la déstabilité. La déstabilité fait que tu retournes dans le doute. Retournant dans le doute, ben là, tu sais plus du tout avec qui tu veux faire affaire. En tout cas, il y a plein de trucs comme ça, puis oui, il y a... C'est ça, mais est-ce que tous ceux-là qui se demandent, qui savent pas qu'ils sont alliés entre eux, puis qui finalement travaillent contre eux, est-ce qu'ils sont tous nos adversaires? Oui. Qui sont nos alliés? Non. On n'a pas d'alliés. C'est ça. On n'a pas d'alliés, on n'est pas au courant de ce qui se passe, les autres font des complots.
Non, mais c'est un beau portrait quand même. On est au courant un peu de ce qui se passe. Ben c'est justement, c'est rendu là, quand je parle de clarification, ça serait préférable de savoir ce qui se passe. Oui, dans cette clarification-là, oui. Pourquoi? Parce que c'est un problème d'ego. Là, on va clarifier pour l'ego. Mais quand on se parle de clarifier au niveau des phénomènes supramentaux, on ne peut pas. Non, mais là, je te parle de ça, là, Pose-moi des questions. Ben, qui... Ben, il y en a un mot de paquet. Ben, commence par en nommer un, au moins. La majorité des humains, toutes les forces divines, des extraterrestres, puis des différents types d'intraterrestres. En plus, évidemment, les animaux, la pollution, puis la planète elle-même. Ça veut dire qu'on n'est même pas alliés entre nous. Non. Mais ça, c'est parce que classé comme ça semble une cause perdue d'avance. Ça semble, oui, effectivement. Mais... C'est perdu d'avance aussi. Ils réussiront pas. Ouais, OK. Mais quel est leur dessein? Devenir comme nous autres. Ils savent vraiment pas ce qu'ils veulent, hein? Ils ont besoin de notre génétique. Tout le lot complet. Voilà, c'est qui exactement qui a besoin de notre génétique? C'est leur nom? Oui, si je rencontre. Non, mais qui? Ceux qui sont... Ben, c'est les intraterrestres, puis c'est les extraterrestres. Puis pour quelqu'un qui ne voit pas ça, ça ne dit rien. Il y a des endroits où on peut rencontrer des intraterrestres, et des endroits où on peut en rencontrer des extraterrestres. Bon. Il y a même des endroits où on en rencontre pas mal. Bon. Sauf que quand l'humain les rencontre, c'est dangereux qu'il les rencontre parce que c'est l'humain qui pointe là pour en rencontrer, c'est un humain qui a beaucoup d'ego. Il y en a quelques-uns qui pourraient y aller, il n'y a pas de danger. Mais il y a des chances que les extraterrestres ne viennent pas non plus. Mais c'est où qui est leur lieu de rencontre? Sur le Saint-Hilaire, entre autres, c'est une très bonne place. Dans certaines régions du Saint-Hilaire. Et puis il y a d'autres régions comme ça, mais c'est la place la plus près. Bon, il y en a d'autres comme ça au Québec. Il y en a plein partout sur la planète, là. Il y en a comme ça au Québec. Le Mont-Sainte-Hélène, c'en était un, mais ils l'ont fermé. Alors évidemment, c'en est plus un. Et puis il y a plein de places comme ça. Puis là, ça, c'est place à éviter ou quoi, là? Tu peux l'éviter. Non, c'est pas une place à éviter, c'est une place à pas aller. Parce que ouais, mais c'est ça, mais l'affaire qu'il y a, là, c'est quand... Tu y vas, mais... Non, mais c'est quand on se dit, bon, ben là, c'est une place à pas aller, puis tout ça, mais eux autres, ils grugent tout le temps sur le territoire. Absolument, Maintenant, ça s'est rendu Montréal, c'est une place à pas aller. On se retrouve dans un petit garde-robe, là. Non, c'est dangereux dans un garde-robe. Mais c'est une place à pas aller. C'est pour ça que je te dis qu'il faut pas faire des cochonneries à moustache. Parce qu'à un moment donné, on est rendu que c'est juste du stress, puis c'est du trip. Puis là, on sait plus où aller, il faut qu'on dorme avec une lampe au-dessus de la tête. Avec un morceau d'ail dans la bouche. Mais il y a quand même... Mais il y a quelque chose à faire. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non, tu les laisses faire. Mais là, s'ils viennent... par exemple, t'es enceinte, puis décident qu'ils... La majorité des femmes enceintes qui se font enlever, c'est des femmes qui sont enceintes de quelques semaines. Bon. On enlève surtout les enfants et les femmes enceintes. Ou les femmes qu'on peut mettre enceintes. Bon. Ça se fait normalement dans des parcs d'attractions. À Disneyland, par exemple, les enfants qui disparaissent là, il y en a des on frôle les milliers par année. Et puis, les enquêtes se font pas. De toute façon, la CIA a été amalgamée au phénomène intraterrestre. Puis même au Québec avec, il y a des régions comme ça. Il y a un peu partout sur la planète, il y a des endroits particuliers où les personnes disparaissent. Tu rentres dans un manège, tu n'en sors pas. Les femmes, c'est la même chose. Il y a des grandes chaînes de magasins où on kidnappe des femmes, mais il y a plein de trucs comme ça. Bon. Alors, on les prend pour essayer de faire... d'associer la génétique de l'intraterrestre à la génétique de l'humain. Ça fonctionne très mal jusqu'à date. Et les extraterrestres, certains extraterrestres, on parle encore du phénomène élohimique. Ces personnages-là essaient de faire la même chose, sauf que, bon, pendant longtemps, les extraterrestres comme les extraterrestres ont travaillé sur les animaux. Alors, on kidnappait des vaches, on kidnappait des chevaux, on kidnappait des moutons, on les ramenait, puis des fois, on était tous morts. Au début, il y avait des autopsies faites là, puis on relâchait les carcasses après. Surtout aux États-Unis et en Union soviétique. Surtout dans ces deux régions-là, c'est connu et ça s'est vu le plus. Mais à un moment donné, dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de cultivateurs qui perdaient leurs vaches, puis les vaches étaient massacrées totalement parce qu'ils n'avaient jamais vu. Bon, mais c'est simplement une opération pour aller observer ce qu'il y avait dessus. À un moment donné, ça l'a arrêté. Après ça, on a commencé à voir dans certaines régions de l'Amérique et de l'Union soviétique, de l'Europe aussi, des animaux de ferme qui enfantaient des monstres. De l'implant génétique dans le but de créer quelque chose.
Dans l'Antiquité, tous les essais ont mal tourné. Ça a donné, bon, il y a des mécaniques qui vont engendrer ce qui ressemble à des vampires, à des gargouilles, etc. Surtout au niveau des gargouilles. C'est une alliance mais génétique. Puis en plus, la majorité des alliances, des créations génétiques sont stériles. Ils ne peuvent pas se reproduire. Donc ça ne sert à rien. Et la recherche continue. Le problème qu'il y a, c'est qu'au niveau du sol, du sous-sol, les intraterrestres doivent absolument sortir du sous-sol planétaire parce qu'il y a un paquet de causes chimiques et telluriques et caloriques qui fait en sorte qu'ils ne peuvent plus rester là. Mais à la surface, c'est trop froid. Et à la surface, ils ne sont pas capables de résister au rayonnement, à tout ce qui se passe ici. En plus, leur atmosphère n'est pas la même. De ce fait, depuis déjà 75 à 100 années, entre autres, ils manipulent les industries pour que ça ne se pollue. Parce que la pollution est une pollution qui, en termes de gaz carbonique, crée une couche qui réchauffe la planète Terre, ils en ont besoin, et donc l'effet de serre, sans compter un paquet d'autres choses sur lesquelles je vais passer. Maintenant, les extraterrestres aussi veulent avoir l'humain, ils veulent avoir l'humain tel qu'il est. Ce qui fait que les extraterrestres ne veulent pas que l'élite de l'humain meure. Alors que les extraterrestres, eux, veulent avoir un corps physique capable de les supporter. Et plus le corps physique est puissant, c'est-à-dire que plus l'être humain est élitique, plus il est nuisible. Ça engendre nécessairement un conflit entre les intras et les extras. Bon, l'enjeu, l'homme. Mais le corps de l'homme, pas l'homme. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on pense toujours, oui, mais là, c'est l'enjeu. n'est pas l'enfant encore qui est l'enjeu, pas toi. Bon. Maintenant, là-dedans, ce qui arrive, c'est qu'il y a énormément aussi de manipulation par le monde astral pour la simple raison que les archétypes font en sorte que certaines religions se battent contre les autres religions. Alors, nécessairement, même l'humain est contre lui. Et plusieurs de ces religions-là vont être dynamisées par des mécaniques intra- ou extraterrestres de façon à obliger l'homme à faire la guerre à l'homme. Bon. Etc., etc., etc. Parce que, mais si, par exemple, ils disent que les États-Unis ont déjà vendu l'humanité. Ah, ben les Russes aussi l'ont vendu. Bon, ben c'est ça, mais s'il est déjà vendu, Oui? qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien? Ben c'est ça, là. On est déjà vendu. Oui, mais on est déjà vendu. On n'est pas livré, mais on est vendu. Ben c'est ça, mais pour justement ne pas être livré. Il va y avoir un bris de contrat quelque part. Ben c'est ça, mais le bris de contrat. Comment faire le bris de contrat quand on n'est même pas à moitié au courant des clauses? Est-ce qu'on est obligé d'être au courant des clauses pour faire un bris de contrat? Non. On ne fera pas un bris de contrat légal, ils ne comprendront pas. Ouais, mais ils vont quand même vouloir que ce contrat-là soit respecté. C'est évident. Avec toute la technologie qu'ils offrent nous, aux Américains et aux Soviétiques, en échange. C'est sûr. Mais c'est pas un problème, c'est pas un problème. Pour la simple raison qu'il y a tellement d'informations que tu n'as pas de données que tu pourras aller chercher qui vont intervenir. Premièrement, il y a l'homme. Ils ne se laisseront pas faire, eux autres, là. Puis il y en a plein comme ça qui ne se laisseront pas faire. Je sais, mais une petite gang contre... Ben oui, c'est la petite gang contre eux. Il prend un qu'un virus, puis... En plus, ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être des individus cibles. Mais ils sont protégés, donc ils leur arrivera rien. C'est ça, est-ce que ça va se faire à l'insu du petit groupe? Parce que le petit groupe va savoir qu'il est en train de défaire les complots. Il y en a qui vont l'imaginer, puis il y en a qui les autres ne sauront pas. Parce que d'un autre point de vue, se faire enlever, être transportable, ça peut être aussi par d'autres seigneurs qu'on se fait transporter. Oh oui, c'est évident. Donc c'est une autre gang? Oui, mais ce ne sera pas ça. J'ai dit ça peut, oui, ça peut. Ce sera pas ça. Non. Comment faire le savoir? On va avoir rendu là-bas. C'est une chance à prendre. C'est pas une chance à prendre? Non, parce que moi, puis je choisirai pas. C'est ça. Comment peux-tu te faire tromper? Il y a la majorité ici ne peuvent pas se faire leurrer. Les égos sont toujours... Les égos, oui, peuvent se faire ramasser. Mais j'en connais plein de personnes qui sont ici, puis oui, mais, puis ils se font jamais ramasser, ils peuvent pas. Ils sont allergiques à se tromper là-dedans. Oui, mais je ne le sais pas. Non, je ne sais pas. L'ego, je ne sais pas. Quand tu es en face, là, fais-toi-en pas que même si l'ego veut rentrer, là, tu vas avoir une inhibition, on va se lever. Non, tu pourras pas. T'inquiète-toi pas. Mais du coup, cette fois-là, je me dis, il faut que je me désinhibe. Oui, te désinhiber comment? C'est quoi, un des processus de la désinhibition, c'est quoi? C'est que l'autre suive? Ben l'autre va suivre, s'il veut que c'est même ceux qui suivent, s'il n'est même pas rentré là. Désinhibe-toi devant un animal humain, est-ce qu'il va suivre? Ben non. Ben tu pourras pas te désinhiber. Ok, ouais. Ton intelligence fait de la désinhibition, comment veux-tu que l'intelligence fasse une désinhibition devant un cave? Impossible. La majorité ici, vous rencontrez un extraterrestre qui arrive avec le plus beau des vaisseaux, puis vous ne le suivrez pas. Il y en a qui vont embarquer, c'est dommage. Dans 2-3 semaines, ils n'embarqueront peut-être pas. Mais la majorité ne...
Mais là, à un moment donné, il faut que tu embarques dans un, là. Ça veut dire que... non, mais il faut s'en aller, tu sais. À un moment donné, ça presse, il faut s'en aller. Il faut que tu embarques dans le bon. Faut savoir. Ouais. Ah, les égos insécures. Mais pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce que je pourrais... Je peux bien savoir la couleur du vaisseau, puis qu'est-ce que le monde a l'air, puis le nom de ceux qui sont dedans. Et des points verts. Pourquoi est-ce que je pourrais... Pourquoi faut pas que je sache le nom de ceux qui sont dans le bon vaisseau? Pour la simple raison que si tu connais la couleur du vaisseau, ça veut dire que tout ce qu'on a fait pour te tromper, c'est de colorer les autres vaisseaux de la même façon. Alors on arrive avec le vaisseau, puis voilà. Comme tu connais la couleur, ben tu rentres. Tu t'es fait avoir. Quand ils m'ont menti, ils m'ont pas dit la bonne chose, ils t'ont dit la bonne chose. Mais du moment qu'on te l'a dit, les autres ont fait pareil. Non, personne ne le sait. Toi, quand tu vas arriver devant, tu vas le savoir. Ça provient de l'intelligence. C'est pas dans l'astral, puis les copieurs ne pourront pas copier. Donc, seuls ceux qui vont être capables de le savoir vont le savoir. Le Lego, il dit, ouais, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Il n'y a aucun problème. Mais ça, est-ce que c'est une façon de déjouer le complot? Parce que... Non, c'est parce que c'est pas notre complot. Ils se complotent entre eux autres. Mais sur notre dos, par exemple, c'est l'affaire. Ben, c'est pas sur notre dos. Ben, c'est sur notre corps. Imagine, ben voyons donc, si je te vends la lune demain matin, là, est-ce que c'est au détriment de ceux qui vivent dessus? Ah, mais c'est dans le dos, voyons donc, ça n'a aucune valeur, hein? C'est pas dans notre dos. Ils ont vendu la peau de l'humain avant de l'avoir tué. C'est tout. Ils continuent à vivre en spéculation, là, ils t'ont changé de ça, mais l'affaire, c'est que c'est ça, mais le corps de l'humain, là, c'est que c'est l'enjeu de tous, même de l'homme. Mais c'est évident, on a besoin de notre corps. Bon, mais c'est pour ça que c'est assez embêtant s'ils partent avec. C'est évident que c'est embêtant s'ils partent avec. Mais c'est pour ça que c'est important de savoir. Non, parce qu'ils partiront pas avec. Ben c'est ça. Donc, de ne pas transmettre l'information, de fonctionner seulement par énergiopathie, est-ce que c'est une façon de passer? Non, une question encore posée par l'ego. T'aimes pas ça, ego? Mais non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de communiquer ça par énergiopathie, on n'a pas besoin de savoir. Mais moi, je parle de savoir embarquer dans le bon vaisseau, là. Tu te tromperas pas. Comment certains humains peuvent donc être si insécures? Je sais pourquoi, mais je pose la question pour que Valérie réponde. Vous allez savoir. Oui, mais moi, c'est pas. Moi, c'est pourquoi ne pas avoir ces informations-là? Parce qu'ils sont toutes fausses. Mais est-ce qu'un jour, on aura accès à ces informations-là? C'est exactement comme je dirais, comment va venir le salut? Il va venir sur des chars de feu. Parfait. Mais là, à un moment donné, la planète est tellement chaude là, que des chars de feu, ça va réchauffer plus, fait que là, on change de plan. Ah, mais ça, il aura fait nous le dire. Ben, il nous le dit, c'est ça. C'est d'autres informations. C'est ça. Mais là, on te le dit. Il n'y aura pas de problème. Faites coucher chez vous, là, le vaisseau, il est noir, il est bleu, il est rose, il est mauve. C'est par ici, c'est par là-bas. Ça doit plein d'informations. Laquelle que je prends? Ben là, c'est ça. Parce qu'ils vont tous crier de la même façon. C'est comme tu dis simplement à l'ennemi, dites-moi ce qu'il faut pour que je vous suive. C'est ça que tu dis. Donnez-moi des informations. Dans ce sens-là, oui. Des informations, Christy. D'abord, n'importe qui va t'en donner, puis ça suit. Mais tu sais, dans l'église, là, il parlait des mystères, puis il fallait jamais que tu saches rien. Là. Mais non, mais c'est pas pareil. Les autres n'avaient pas les réponses. Ben, c'est Moi, ça. ce que je te dis, c'est pas un mystère qu'il faut pas que tu le saches. Tu le sais déjà. Tu le sais énergétiquement. Quand tu vas arriver devant, là, ton onde de forme, elle va s'associer à une partie du vaisseau. Bon, à une partie du phénomène extraterrestre. C'est parfait. Oui, mais si je me fais fourrer, ben tu peux en boire. Mais ça n'arrivera pas. Parce que ton énergie va totalement déformer tout ce qui n'est pas à ton niveau. Donc, ça n'appartient à aucun problème. Puis quelqu'un de bas ne peut pas monter à ton niveau. Au niveau d'aucune des personnes qui évoluent. Les autres sont automatiquement bas. Les extras et les intras qui sont bas, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont hauts? Oui, mais c'est pas la même façon. Ils n'ont pas des corps physiques, ils n'ont pas des vaisseaux spatiaux de la même façon, ils n'ont aucune raison. C'est nous autres. On va créer. Et Ceux qui vont venir nous chercher. il y en a-tu qui complotent et qui sont hauts? Non. Complète. Ils sont bas. On a peur de ce que ça pourrait être, mais c'est déjà comme ça. On doute de ce qu'il y a en avant, mais le doute est omniprésent, il est déjà là. Ça, c'est une question. Je suis d'accord. C'est vrai. Mais il faut faire attention au mental. Non, mais ça, c'est de la Quand tu commences à mentalisation. jouer, c'est ça, faut faire attention au mental quand tu commences à jouer avec ça.
Donc, c'est faux. Ben, c'est vrai, mais ça sert à rien. Donc, c'est faux. Mais c'est vrai, mais ça sert à rien. Si ça sert à rien, c'est faux. Ben, si tu montes un cran de plus, ça devient automatiquement faux. Donc, qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'est-ce qui sert. Non. Ben oui. C'est vrai uniquement pour la partie que ça sert, mais c'est faux pour le reste. Quand je dis, moi, par exemple, qu'au niveau supramental, l'ego ne souffrira pas puis ne sera pas détruit, c'est vrai. Mais du point de vue de l'ego, il est sûr qu'il va souffrir qui va être détruit. Mais du point de vue de l'ego, il y a aussi raison, il ne sera plus un ego. Mais du point de vue supramental, il a tort, parce que ce qu'il est, il va rester ce qu'il est, mais il n'y aura pas les problèmes qu'il y a avec. Fait que l'ego, il a tort, ben oui, ben donc je ne serai plus moi. Ben, il veut rester toi, ben reste comme tu es là. Ben, il ne veut pas rester comme il est là. Il aimerait être comme il est là, puis totalement changer. Donc, c'est la souffrance de changer. Ben, c'est la souffrance d'aller vers le neuf. Parce qu'il vit d'autres souffrances aussi, les L'humain préfère vivre une engueulade continuelle dans un couple que de risquer un bonheur inconnu. Hey, divorcer ou sacrer ton camp, tu peux pas, parce que c'est inconnu, tu préfères rentrer. Bon, mais l'affaire, c'est que bonheur inconnu, c'est pas pire, mais ça peut être malheur inconnu. C'est jamais malheur inconnu. Tous ceux qui se lâchent, ils sont jamais pires que pendant. Ah, ben, elle s'est remariée, ben oui, c'est ça, elle est allée dans l'archétype, elle nostalgisait, elle s'est retrouvée un problème pareil, puis elle a recommencé à créer la même chose. Bon, finalement, il y a une femme qui venait se vanter, c'est son 9e mariage, je pense, puis chaque fois, le gars la battait. Elle croyait encore au mariage. Bon, là, elle devrait pas aller à la boxe à la place. Tu dis que tu es le seul à date à avoir eu un contact bouddhique et que le Nazaréen n'en avait pas eu. Comment a-t-il pu ouvrir le ciel et résorber son faisceau alors qu'il n'était pas en contact avec le plus haut plan, le plan divin? Bon, je n'ai pas dit que le Nazaréen n'avait pas de contact avec le plan bouddhique, j'ai dit que présentement. Je n'ai pas dit que dans le passé, le Nazaréen, il avait un contact avec le plan bouddhique. C'est d'ailleurs pourquoi lui, le premier qui a amené le facteur de aimez-vous les uns les autres, ou a parlé de l'amour, privilégier l'amour, un amour intelligent, et non pas une communication totalement supramentale dans le sens fais ceci, fais cela, sinon flore, comme on avait au niveau des religions, comme on a encore au niveau des sectes qui sont antéchristiques ou du point de vue de leur obédience religieuse. Le Nazaréen était totalement en contact avec le plan bouddhique, puis vers la finalité, il est en contact avec le plan divin. Ça, je l'ai toujours dit, puis bon, ça change encore. Le plan divin, c'est dépasser... Le plan de l'intentionnalité. C'est pas divin, le mot est... Mais c'est le plan de l'intentionnalité. Et entre toi et lui, est-ce qu'il y en a qui ont été ou en contact avec le plan bouddhique? Avec le plan bouddhique, certains, mais ceux qui étaient en contact avec le plan bouddhique n'étaient pas en contact avec le plan supramental. Donc les deux en même temps, le supramental et le bouddhique? Non. Puis actuellement, est-ce qu'il y a d'autres personnes que toi qui sont en contact avec le plan bouddhique et supramental? Il y en a qui sont très, très, très près. Oui, très près. Puis, ça dépend de quoi? Ça dépend d'eux autres, il faut aussi qu'ils fassent du show. Et ça dépend d'eux autres, c'est ça. Puis là, on entre dans le libre arbitre, là. Non. Donc, ça dépend pas d'eux autres. Ça dépend d'eux autres. C'est qu'encore une fois, tu mélanges les choses. Je te parle pas de l'ego, je te parle pas du corps physique, je te parle de leur conscience. La conscience, Elle est libre. elle décide. Sauf que, ce que l'humain ne peut pas comprendre, parce que l'humain est toujours en train d'essayer de projeter à partir de ce qu'il est lui. Quand l'humain touche de l'intelligence, quand l'humain touche du supra-humain, ce qui se passe entre les deux, là, c'est pas régi par les lois ni de l'un ni de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a... Bon, ici, en haut, il y a libre arbitre, mais pourquoi ça vient pas nous aider? Ça n'a rien à foutre de venir t'aider. Bon, c'est toi qui es pogné avec le problème, pas eux autres. Quand ça touche l'humain, il commence à toucher au problème. Mais pourquoi il ne nous règle pas dans notre cas? Parce que tu es à 95% le problème, même si tu règles ton cas. Alors là, il commence à alchimiser, donc à muter les choses, puis plus ça va se faire, plus tu commences, tu deviens correct. Mais là, l'ego, il se dit, ouais, mais c'est bien long. Christ, ça fait des milliards et des milliards et des milliards d'années, puis après 300-400 ans, l'humain, il chiale. C'est avec une vision de l'ego. Ouais, mais il devrait faire ça plus vite, c'est ça qu'il fait. Mais si c'est régi ni par les lois d'en bas, ni par les lois d'en haut, est-ce C'est régi par l'homme, c'est pourquoi que nous sommes, finalement, utiles, importants, disons, pour que l'ego comprenne. Puis est-ce que les lois de l'homme sont les lois de l'ère du Verseau? Oui, mais les lois de l'homme, les lois de l'homme pur, pas les lois du poisson. Puis les lois de l'autre plan, c'est encore plus haut que des lois de l'ère du Verseau. C'est exactement comme si tu avais très très haut, très très bas, puis quand ça se touche ensemble au niveau de l'humain, ça part dans une autre direction. Cette direction-là ici, elle est parfaite parce que c'est celle-là qui permet à la conscience de devenir consciente.
sans être mémoriel. Ça permet à l'instantanéité de toucher le temps. Ça permet au temps de toucher l'instantanéité. C'est exactement comme si tu avais un phénomène d'antitemps avec le temps ou d'antimatière avec l'antimatière. L'homme, c'est ce qui permet de résorber les choses. Alors, mais ça va faire quoi? Ça va faire ça, ça va faire ça, comment ça... L'humain ne comprend pas le principe, c'est trop vaste. Quand je dis, je vais répéter souvent, c'est qu'il n'y a pas besoin, il y a plusieurs phénomènes qui se passent au-delà de la conscience humaine où il n'y a pas de raison. Bon, du moment que tu touches au plan bouddhique, en réalité, c'est le plan de la gratuité. En réalité, c'est le plan de la non-raison, de la non-motivation. Bon, c'est un plan de non-réaction, mais ce n'est pas intentionnel. Mais c'est là qu'il n'y a rien à dire dans ce plan-là. Ah, ben les plans, ça n'a rien à dire. Mais entre autres, là. Ah, supramental, t'as plus rien à dire. Morontiel, t'as rien à dire. Vital, t'as rien à dire. Il y a juste au niveau de l'astral qu'on a quelque chose à dire. Mental. Le mental qui est associé à l'astral. Après ça, il n'y a plus de problème. On n'a plus rien à dire. Après avoir fait prendre une photo de Laurent, celui qui a expliqué la signification de ce qu'il voyait déclare publiquement que si tous les hommes avaient autant d'amour et d'énergie que moi, il n'y aurait jamais plus de guerre. Le monde vivrait d'une toute autre manière. Il se pencha et m'embrassa. Pourquoi cette accolade? Je l'ai perçu de façon énergétique, mais mon ego s'interroge. Est-il venu me téter ou est-ce un frère en esprit? Mais un frère en esprit qui se penche et qui vous embrasse malgré que vous ne le vouliez pas, là, c'est un frère en esprit. Ben, elle voulait peut-être. La personne voulait peut-être... Ah oui, c'est ça. On appelle ça de la spiritualisation. Ça. Peut-être que je voulais artificiellement, peut-être que j'aime ça. Peut-être que, oui, c'est ça. Peut-être que dans mon subconscient, dans mon faible intérieur. Non. Premièrement, les photographies de l'aura sont les photographies de n'importe quoi par rapport de notre aura. On t'envoie des décharges électriques pour être capable de stimuler, d'augmenter le rayonnement que tu es. Donc, on le mélange avec l'atmosphère ambiante, l'aura des autres ambiants, l'énergie électrique qui passe, la conductibilité qui t'aide de ton corps physique, et toutes les réactions endocriniennes en même temps qui vont régir la conductibilité. La mécanique astrale pendant la conduction du courant et pendant la pause photographique, quand l'être humain n'est pas totalement pur et relax, quand il prend sa photo de son aura en espérant qu'il ne sera pas tout noir autour de lui. Bon, après ça, on prend la photo, on la regarde, et puis là, on dit que vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes cela, vous êtes cela, vous êtes cela, bon, on prend un bec. Non, vous êtes tellement belle d'énergie, j'aimerais vous en têter un peu. Puis là, évidemment, on vous achète avec le gâteau. Si toute l'humanité serait comme vous, regardez-vous le nombril de temps en temps, vous allez voir que si l'humanité serait comme vous, peut-être ne serait pas non plus comme ici. Non, c'est simplement un charriage astral total, puis l'individu, il vend ses photos. Donc, c'est pas... Mais... Puis même celui qui a interprété, si c'est pas lui qui vend les photos, ça ne change rien. On spiritualise les choses. Il n'y a aucune aura sur la plan planétaire. L'individu avait totalement raison si vous n'aviez pas d'aura. Si la couleur de votre aura était le transparent, il avait raison. Mais s'il y avait du jaune, du orangé, du bleu, du nord, quoi, et non. Ça fait partie de démarche de transparence, que l'aura soit transparente. Mais non plus, c'est ça. Comment arriver au lâcher-prise face à l'utopisation, c'est-à-dire utopiser pour utopiser dans la transparence, sans peur, sans impatience, sans désir de l'aboutissement immédiat, sans se dire à quoi ça sert tout cela? Toutes les questions, sans se dire, etc., sont des mentalisations, justement. Comment parvenir à la simplicité d'un contact avec de l'énergie, avec la vie, sans continuellement être en train de cartésianiser toute l'affaire, donc de mentaliser ce phénomène. Il n'y a pas de technique pour la simple raison que vous devez devenir ça. Et vous allez devenir ça, la seule façon, c'est par l'intelligentiation. On doit intelligencer, mais intelligencer veut aussi dire instruire l'ego. Mais instruire l'ego ne veut pas dire parlementer avec l'ego. La mentalisation, elle est dangereuse comme ça. C'est exactement comme tu t'en vas sur le bord d'un paysage pour voir son nombre de formes, sans énergiser. Le mental, il dit, tu sais, mais t'es niaiseuse, pareil, parce qu'à un moment donné, tu vas mourir comme tout le monde. Peut-être pas. Sauf que le mental, associé aux archétypes de l'ego, tout le monde meurt, donc, tu sais, c'est une vraie tarte. Fait que là, il vient te tout prendre ton énergie, puis là, il s'en transfère uniquement pour te court-circuiter. Et la mentalisation, oubliez-la. L'intelligenciation, ça veut dire quoi? Es-tu bien là? Tu te vas bien là? Oui, c'est suffisant. Oui, mais ça mène nulle part. Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait une maudite raison? On n'arrivera à rien s'il faut toujours qu'il y ait des maudites raisons. Ne peux-tu pas juste être là sur le moment, tu t'énergises, puis tu t'énergifies. Tu auras une vision, pas d'explication. Tu auras
et tu sauras. Mais en attendant, il faut rentrer, c'est fait. Pourquoi? Parce qu'il faut des raisons. Parce que l'animal humain fonctionne par manipulation. La manipulation est le leitmotiv qui le fait bouger. Tu es réactionnel. Pour être réactionnel, torieux, il faut qu'il y ait une action ou une réaction antérieure, donc une raison. Mais dans le contexte où tu arrives à une liberté de conscience, tu n'es pas réactionnel, tu es gratuit. Il n'y a pas besoin de raison. Fait que là, quand on dit, moi je dis par exemple, prends, mettons, l'intervention qui peut sauver certaines personnes. Pourquoi ils viennent? Bien, parce qu'ils viennent. Il n'y a aucune raison. C'est niaiseux. C'est niaiseux. Profitons-en. L'humain cherche des raisons parce que c'est toujours des visions de l'ego. Avec l'ego, il vise, il essaie de visualiser la conscience en fonction de ce qu'il est. Tu n'as pas besoin de raison. Quand tout est correct, tout est correct. Oui, mais ça mène où? Tu cherches une raison? C'est quoi la différence entre l'intellectualisation et la mentalisation? L'intellectualisation, c'est uniquement pour plaire à l'ego. Ça défend l'ego. La mentalisation, c'est les deux contreparties de l'ego. C'est comme si la mentalisation était l'intellectualisation de tout l'ego complet, alors que l'intellectualisation nourrit normalement une ou deux ou quelques parties de l'ego. Alors, intellectuellement parlant, c'est correct d'apprendre la poésie, c'est correct de faire ceci, de faire cela. Tu nourris une partie de l'ego. Mais tu as toujours une autre partie de l'ego qui va dire, oui, on a le cave. Mais vu que ton intellect est planté sur la partie qui se nourrit de l'intellectualisme, ça va. La mentalisation, elle va dire, c'est sûr, c'est important. Ça ne sert à rien. Oui, mais il faut faire quelque chose. Pour mourir après. Ah oui, même ça la TV. Tu ne sais même pas. Ça, c'est la mentalisation. Elle nourrit toutes les parties de l'ego en même temps. D'où le court-circuit total au niveau de la gestion de la conscience ou de la cosmogonie psychologique de l'humain, parce que tout est complet est créé et détruit en même temps. La mentalisation, c'est le doute parfait. Ça crée, ça détruit, ça joue là-dedans. Puis l'humain doit absolument traverser ça pour aller chercher quelque chose de stable, qui est de l'énergie. Mais cette énergie n'amène pas nécessairement de l'information. Alors là, le mental ou l'ego ne sait plus quoi faire avec. Et le mental leur referme la porte en disant que ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas triper. Alors l'intellectualisation préserve une partie de l'ego, la mentalisation préserve l'ego au complet. C'est dangereux la mentalisation, quoique c'est essentiel à un moment donné, mais c'est dangereux. Ça draine en énergie, ça l'énergise même pas même. Quand tu deviens mental, puis ton ego commence à niaiser, il te baisse. Quand tu es mental, tu deviens supramental, ton mental commence à niaiser, il te baisse. Bon, c'est le même phénomène. Tu bloques, tu canalises tout au niveau de l'ego, au niveau de la mémoire, au niveau de l'émotion, au niveau du désir, ou encore au niveau de la spiritualité, ou encore au niveau de la logique, ou encore de la logique, la supralogique, le mental. À un moment donné, il faut que tu traverses ailleurs, parce que c'est toujours les énergies qui viennent du sol qui nourrissent tout ça au complet. Quand tu traverses, ça vient de l'extérieur. Là, mais une fois que tu es traversé, par exemple, une fois que tu es supramental, mais c'est pas supramental que tu chemines vers le bouddhique, ça change. Le supramental ne te mène pas au plan bouddhique. Tu devras aller au plan bouddhique. Comment on fait? En ne résistant pas pour y aller? Mais tu restes supramental. Ben oui. Mais comme il y a eu un plafond, il y a la mentalisation, est-ce que la supramentalisation? Oui. Est-ce que la bouddhication? Est-ce que... Oui. Donc, à chaque plan, il y a le piège... Non. Mais il y a effectivement un plafond. Sauf que le plan supramental finit pas là. Il finit ici, et là, puis le plan bouddhique commence ici, et commence là. Alors, c'est une coloration, tu changes d'énergie. Mais il n'y a pas de définition comme telle. Sauf que l'être humain a la capacité, par la gestion de pensée, d'avoir accès aux trois autres plans supérieurs. Donc au plan d'intentionnalité, au plan de la gratuité, puis au plan d'intelligence. Il doit y avoir accès, puis la désinhibition, c'est convenablement orchestrée, elle amène automatiquement l'humain minimum au plan de la gratuité et au plan d'intelligence. Pourquoi? Parce que le respect est préservé dans la désinhibition par l'intelligence, et le respect est l'expression planétaire du plan de la gratuité. Alors que chez l'animal humain, c'est la liberté qui rentre en ligne de compte, le respect tombe évidemment, on passe avec l'amour psychologique ou l'amour physique, l'amour possessif. Le raisonnement de l'intelligence devient le raisonnement de l'intellect, de la logique. Tu devrais pas avoir peur, tu devrais apprendre, ça fait du bien, tripe un peu, bon, c'est. On est dans les vecteurs de l'animal. L'être humain qui monte va nécessairement finir par toucher à minimum ces deux plans-là, puis il aura aussi accès au plan de l'intentionnalité, mais là, c'est un humain comme un humain est un humain. Ça veut dire que de traverser les trois plans
relie. L'humain fusionne les 7 plans. Ah bon? C'est pourquoi que l'humain est plus puissant que tous les plans. Une fois rendu au plan de l'intentionnalité, Non, déjà là, c'est plus puissante que le plan présentement, c'est plus puissante que la matière. C'est plus puissante que la vie. C'est plus puissante que l'astral. C'est plus puissante que le mental. C'est plus puissant que le plan supramental. C'est plus puissant que le plan bouddhique. C'est plus puissant que le plan de l'intentionnalité. Mais ton ego, il dit, ouais, mais c'est pas vrai, parce que je peux mourir. Tu contrôles pas, puis t'es plus puissante que la vie. La vie ne plein partout, elle fait rien, la vie. Ouais, mais je suis quand même de matière. C'est ton corps, oui. Mais regarde la matière, ça a de l'air. Tes mots sont plus puissants. Ouais, mais je suis quand même de l'ego. C'est un fait. Tes mots sont plus puissants que le monde de la mort. Ouais, mais je suis aussi du mental, c'est vrai. Puis t'es bien plus puissante qu'un ordinateur. Le plan supramental, ça fait tout. Ça fait tout, mais ça n'a rien à faire avec. Bref, ça ne sait rien. Ça a besoin de l'humain. T'es donc plus puissant que ça aussi. Pourquoi? Parce que toi, tu as une valeur. Ça, on n'a pas. Ça en a une pour l'homme, mais ça n'en a pas. Mais toi, tu as de la valeur pour tous les plans au complet. C'est pas qu'on préserve ta génétique, c'est pas qu'on t'alimente, on te nourrit, on te donne de l'énergie. C'est mal géré. C'est évident, l'intelligence n'est pas encore là. On doit l'amener, l'intelligence, pour faire une gestion convenable. Et de la matière, et de l'énergie vitale, et de l'ego, de l'astral. Ces choses-là. Il n'y a pas de gestion d'intelligence. C'est nous autres qui devons l'amener. Bon, l'intelligence, Dieu, ça ne peut pas rien faire. Nous sommes le phénomène, nous sommes Dieu. Bon, mais on est en croissance. Là-bas, on est abouti, là-bas, on est con, puis ici, on tente les deux. mais est-ce que les intra et les extraterrestres ont une valeur? Non. Seulement l'homme a une valeur. Dans toute la création. Ah oui, c'est plaisant. Les intraterrestres, les extraterrestres, ils nous ont créés. Mais ils n'ont pas de valeur. Mais ils ont une valeur dans le sens de la créature, du créateur. Mais la créature a beaucoup plus de valeur que le créateur. Pourquoi? Parce qu'elle est supérieure au créateur. Il n'y a pas quelque part où tout ça est un. Ben oui, c'est évident. Mais en attendant, Ce qui était divin et que je vois est subitement devenu satanique. Tout ce qui m'entoure est laid et fait peur. Je ne discerne pas. Est-ce que c'est l'intelligence qui veut que je chemine ailleurs et fait en sorte que je déteste ce que j'aime pour accepter du neuf ou changement? Et pourquoi ai-je peur au lieu de comprendre? parce que l'ego veut comprendre, puis l'ego ne peut pas comprendre. Et puis en même temps, les choses deviennent laides. Probablement, il y a une différence de potentiel. C'est sûr que si à un moment donné, on s'ouvre un peu plus, puis on voit un peu mieux, bien nécessairement, il y a des choses qui changent. Puis la personne devra elle-même s'assumer. Je peux, mais je ne peux pas répondre plus loin parce que ça nuirait. Elle a ce qu'il faut pour s'assumer. Et pour en revenir au... c'est juste l'homme qui a de la valeur. Mais la femme aussi. J'avais compris. Non. Sauf que c'est le vecteur le plus important. Si tu as à sacrifier quelque chose dans la galaxie, ça ne sera jamais l'homme. S'il y a une seule chose qui devra être préservée dans la galaxie, ce sera l'homme. Parce que l'homme contient tout. Celui qui contient le mieux tout. Il y en a d'autres qui contiennent tout aussi. Oui, mais très mal. Prends les animaux humains qui s'entretuent, ils contiennent tout aussi. Très mal. Les extraterrestres contiennent et perdent. Les extraterrestres contiennent et perdent. Nous, on contient puis on gagne. On n'a pas à se vanter ou à se flatter. Bon, c'est simplement comme ça. Puis c'est même stupide de dire pourquoi nous autres. Bon, ça sert à rien. On dit pourquoi nous autres quand ça va mal, puis on dit pourquoi nous autres quand ça va bien. Mais qu'est-ce qu'on contient? La matière, la vie, la mémoire et la logifération de l'intelligence. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on est capable, nous, on est le résorbateur de la création. On est capable de tout mettre ensemble. Alors, on se partage une pause, vu qu'on ne la prend pas, et puis on revient dans un mois. Hein, ça?